à cette conférence parlant de l'inclusion et la diversité dans le monde corporatif. J'aimerais signaler, avant de débuter, la présence de M. Robert P. Sender, consul général des États-Unis à Montréal. Monsieur Sender, merci d'être avec nous aujourd'hui. Il me fait plaisir maintenant de céder la parole à une personne que beaucoup de personnes connaissent. Cette personne est président de la Fondation Émergence et œuvre depuis plus de 25 ans dans l'aide aux PME et les droits LGBTQ+. Il me fait plaisir de céder la parole à mon ami Patrick Desmarais. Patrick, c'est à toi. Merci beaucoup, Michel. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, en ce mois des fiertés, c'est toujours important de souligner les bons coups, les bonnes pratiques. Et je pensais que c'était important d'avoir avec nous Martine Roy et Fabrice Oudard pour justement nous amener cette perspective nord-américaine, française et même britannique, je crois. Donc, j'aimerais juste présenter rapidement Martine et Fabrice. Martine a travaillé pendant 20 ans chez IBM. Elle occupe maintenant le poste de directrice régionale développement des affaires LGBTQ+, Québec et l'Est du Canada pour la Banque TD. C'est une grande militante pour les droits des personnes LGBT. Elle a le cœur à ses affaires. Congédiée des forces armées, malheureusement, pour son homosexualité à 19 ans, Martine a mené le recours collectif qui s'est conclu par des excuses du gouvernement fédéral en 2017. Martine a siégé sur plusieurs conseils d'administration, notamment sur celui de Fierté au travail Canada durant plus de 10 ans, qui est un organisme qui est basé à Toronto, qui est maintenant un présent à travers le Canada. Elle a également été présidente de la Fondation Émergence. Elle est toujours personne gouverneur de cette fondation. Au fil des années, c'est une leader en milieu du travail. Martine a reçu plusieurs prix de distinction. En 2017, on lui a remis la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Tout récemment, en 2003, l'Ordre du Canada. Tout récemment, elle a été reconnue comme l'une des 25 femmes les plus influentes par l'organisation Women of Influence, une organisation canadienne qui existe depuis plus de 30 ans. Finalement, Martine, c'est une amie de longue date avec qui j'ai le plaisir de discuter plusieurs fois par mois, je dirais parfois plusieurs fois par semaine, sur différents sujets les plus variés, ce qui permet de dire que c'est une femme d'exception. Martine vit à Montréal avec sa conjointe Jessica, avec leurs deux adorables enfants. Fabrice est un spécialiste des droits de l'homme et de la responsabilité sociale des entreprises avec 20 ans d'expérience à la Banque mondiale et aux Nations unies. En 2022, il a fondé l'association LGBTQ plus Corporate Director et en 2003, il a cofondé COPA, une organisation à but non lucratif axée sur l'autonomisation économique des LGBTQ+. Je trouve qu'en anglais, le empowerment en tout cas, la traduction, c'est ça. Mais Non, pour non, non, je suis épaté par la manière dont tu as réussi à traduire ça parfaitement. notamment, j'aimerais quand même mentionner que en plus de tout ça, Fabrice il enseigne le développement international et l'orientation sexuelle et l'identité de genre à l'Université de Georgetown et à l'Université de Columbia. À l'ONU, au sein du bureau du commissaire aux droits de l'homme, il a travaillé sur Free and Equal, une campagne pour l'inclusion des personnes LGBTQ+. Il est co-auteur des normes de conduite des entreprises des Nations unies, la plus grande initiative de responsabilité sociale des entreprises LGBTI, soutenue par plus de 500 entreprises. Il siège en plus bénévolement au conseil d'administration à but non lucratif, notamment Outright International, Housing of Work et l'Institut de Current World Affairs. Euh, je peux continuer, mais alors on continue. Il est aussi sur un board qui s'appelle Open for Business, une organisation britannique qui, elle aussi, a comme objectif de présenter des arguments économiques et commerciaux en faveur de l'intégration des personnes LGBTQ+.
Il est trésorier du comité de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie, IDAOBIT, une organisation qui a été créée en 2005 qui coordonne la Journée internationale en collaboration maintenant avec ILGA World. Et il est aussi une personne gouverneur de la Fondation Émergence. Euh, et il produit une infolettre hebdomadaire sur les questions LGBTQ+, qui est distribuée à plus de 19 000 abonnés. Il vit à New York. Il est père célibataire de 2 jumeaux de 11 ans, Ethan et Maxime. Merci de votre présence. Ça fait plaisir. Alors, après avoir mentionné tout ça, j'aimerais avoir vos impressions sur l'importance de la représentation LGBTQ+, en milieu de gouvernance d'entreprise. Donc, on va commencer par Martine, tiens. Mais je pense que c'est très important. Moi, je viens d'un côté, là, je veux dire, j'ai été congédiée pour mon orientation sexuelle. J'ai connu qu'est-ce que c'est de vraiment perdre son emploi pour quelque chose qui n'a vraiment aucun rapport avec ses compétences au travail. Mais en plus, j'étais aussi, je le sais, puis je le dis toujours avant tout, une femme. C'est très important dans mon discours parce que je suis une femme de la communauté de LGBTQ+. Puis on n'en parle pas assez, je trouve. Donc, des fois, je pense même que j'ai été congédiée à cause de la misogynie et pas seulement parce que j'étais une lesbienne dans l'armée à ce moment-là. Mais quand je suis arrivée, moi, chez IBM en 1999, j'ai découvert une compagnie, au lieu d'avoir une politique d'exclusion, avait une politique d'inclusion depuis 1953. J'étais même pas née, puis il y avait une politique d'inclusion. Alors, pour moi, ça, c'est vraiment, c'était très important. Et c'est comme ça que je trouve qu'au travail, on doit avoir des politiques d'inclusion dans toutes les entreprises. De là, tu as parlé, j'ai fondé Fierté au Travail Canada. C'est à ma façon de faire pupitre par pupitre. Encore aujourd'hui, je trouve que on est comme pris, là, tu sais, comme on pourrait dire en idol, là. Il y a comme un mouvement, là, tu sais, autant que c'est important, autant qu'on est en train de le tasser un petit peu. Puis quand on dit équité, diversité, inclusion, ça ne devrait pas être une position dans la vie. Ça devrait être un cours qui est donné à l'élémentaire, au secondaire, au cégep, aux enfants. Et ça devrait être quelque chose qui fait partie de notre DNA, qui fait partie de nous, on ait cette valeur-là. En entreprise, moi, je sais que chez moi, où on est, à la Banque TD, c'est très inclusif, mais dans tous les sens du mot. Parce que de juste fermer des regroupements d'employés de LGBTQ+, c'est pas assez. C'est pas des minorités, on fait partie des affaires. Alors, il faut aussi avoir des initiatives qui démontrent qu'on fait partie des affaires. Justement, quand Fabrice parlait de tous les gens qui font partie des fortunes 5000, 500 et tout ça, mais il faut en parler de ça. C'est parce qu'on fait partie, on a des comptes en banque, des maisons et tout. Alors, pour moi, c'est très important, l'inclusion, mais pour tout le monde en entreprise. Merci, Martine. Fabrice, si tu veux enchaîner. D'abord, merci beaucoup Martine pour partager ton expérience personnelle. Et c'est ça qui est en fait intéressant, c'est que souvent cette expérience, elle est partagée par toutes les personnes dans la communauté LGBT d'une manière ou d'une autre. Dans le sens où souvent les personnes LGBT décriront avoir eu des difficultés à se faire reconnaître dans leur carrière, et puis aussi rencontrer un peu un plafond de verre ou un plafond lavande, je crois, est le terme qu'on utilise, quand ils arrivent à un certain niveau. Et donc cette idée que non seulement ils doivent donner, et en effet, comme Martine le mentionne, c'est encore plus intense si jamais on fait partie d'une autre minorité. Si jamais on est une femme et LGBT. Si jamais on est une femme trans et LGBT. Si on est une femme noire, trans et LGBT. On a cette expérience. Non seulement on doit faire triple ou quadruple l'effort pour arriver au même niveau que les autres, mais aussi qu'il y a un moment où finalement il y a d'autres éléments qui viennent jouer, comme l'élément de réseau qui est quand même extrêmement important. Et même si jamais les personnes LGBT parfois n'aiment pas entendre ça, on continue à vivre un petit peu à la marge des réseaux de pouvoir qui existent. Donc j'aime bien parfois
le décrire de manière un peu caricaturale, dans lequel je dis, bah, si jamais on passe nos vacances à Fire Island ou à Provincetown aux États-Unis, ça veut dire qu'on ne passe pas nos vacances à Martha's Vineyard ou Nantucket. Et à Martha's Vineyard ou Nantucket, on a plus de chances de rencontrer une personne qui est sur un conseil d'administration et qui va nous dire, ah bah Martine, étant donné votre carrière, j'aimerais bien que vous veniez rejoindre le conseil d'administration de ma banque, vos talents seraient utiles. Et puis parfois, c'est pas une question géographique, parfois c'est une question de pas être sur le board du PGA et de l'organisation qui coordonne les concours de golf à travers les États-Unis. C'est un endroit où, en général, on a une grande probabilité de rencontrer des personnes qui ont des sièges dans les conseils d'administration. Donc, de manière pratique, je pense que c'est important aussi qu'on discute de la question du comité exécutif, de ce qu'on appelle le C-suite en anglais. Mais pour le moment, en se focalisant sur la question des boards, ça se traduit par une sous-représentation des personnes LGBT dans les conseils d'administration. Et on le sait parce que maintenant, on a un petit peu de données. Donc, on sait, par exemple, qu'il y a uniquement 28 personnes LGBT out, donc hors du placard, hein. Je crois que ça sera l'expression, mon ami Patrick Desmarais est très, très bon en traduction. Donc, 28 personnes hors du placard qui sont sur les conseils d'administration d'entreprises qui sont parmi les Fortune 500, et ils ont à peu près 40 board seats. Donc, c'est 0,8% des board seats, des sièges dans les conseils d'administration pour les Fortune 500. Maintenant, on va parler des règles Nasdaq. Maintenant, on a les données sur les entreprises qui sont dans le Nasdaq. Et c'est beaucoup d'entreprises. Sur le Nasdaq, c'est 3300 entreprises. Donc, c'est un échantillon qui est assez impressionnant. On sait maintenant que les personnes LGBT n'ont que 1,2% de ces sièges sur le Nasdaq. Bien sûr, comme Martine l'a mentionné, les femmes ont moins de sièges, les femmes noires ont encore moins de sièges, les femmes trans, euh, ça se compte sur les doigts d'une main qui ont des sièges sur le Nasdaq. Et il y a deux personnes parmi les 3300 entreprises qui ont indiqué être non-binary. Donc, on a deux personnes non-binaires. Une d'entre elles est sur le siège de l'association des directeurs de conseil d'administration LGBT, et The Hiles. Euh, et donc, on sait qu'on a 1,2% des sièges sur le Nasdaq. Or, comme vous savez, Gallup nous indique qu'on représente à peu près 7,4% de la population aux États-Unis. Donc, il y a quand même un gap, comment on dit un gap, il y a quand même un fossé énorme à combler. Et donc, ça demande de se poser la question de est-ce que c'est important d'être sur les conseils d'administration? Ça se demande aussi comment on peut combler ce fossé? Et puis ensuite, comment on peut s'assurer que ça soit pérenne? C'est-à-dire que les personnes LGBT, et en particulier les femmes, les personnes de couleur, les personnes trans, conservent les sièges qu'elles ont acquis. Donc, beaucoup de questions mais aussi un constat que la situation est assez difficile. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, si je comprends bien, hein. Maintenant, juste pour peut-être revenir sur la parité, on parlait de la présence des femmes en entreprise. Comment on pourrait mettre en place des bonnes pratiques justement pour, euh, oui, amener sur les gouvernances des entreprises, mais dans l'ensemble d'une entreprise, comment qu'on pourrait amener de façon euh, en termes de valorisation des personnes qui sont des femmes ou des personnes et des personnes LGBT. Ben, pour moi, qu'est-ce qui serait important, c'est de commencer à parler d'intersection. Parce que je pense qu'une personne n'est pas juste, on a plusieurs nuances, on a des intersections. C'est ça que j'essaie de vraiment démontrer ici au Québec, c'est de faire partie des regroupements des femmes en leadership. Je trouve qu'on doit mettre les deux ensemble. Alors moi, j'ai vraiment, comme là, je viens de finir une formation de la gouvernance au féminin.
Alors, j'ai fait ça parce que je savais qu'à table, j'aurais la majorité des femmes hétérosexuelles qui sont des leaders du Québec qui seraient assises à la table. Et comme de fait, je me suis retrouvée avec 25 femmes leaders de toutes les entreprises du Québec qui étaient là. Et parmi eux, à ce que je sache, j'étais la seule qui représentait la communauté lesbienne, bisexuelle ou trans des femmes. Alors, pour moi, ça, c'est une façon. Il faut vraiment, même, tu vois, chez TD, j'essaie de travailler très fort de joindre le regroupement des femmes. Ça, c'est une façon. En même temps, il faut faire de la place aux femmes. Je sais que ça fait longtemps qu'on dit ça, Patrick, puis ça fait longtemps, tu es toujours en train de m'appeler, de me dire, tu connais-tu une femme qu'on pourrait positionner, tout ça. Puis, je ne sais pas pourquoi, c'est pas évident pour les femmes de prendre leur place. C'est pas non plus évident de garder leur place, de rester. Tu on a de la misère à les garder, à retenir ces femmes-là. Alors moi, ça serait des questions que je leur demanderais. Moi, à ce point-ci, quand elles se joignent au groupe, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que tu as ta voix, que tu as ta place, qu'on te fait ta place, puis comment je peux m'assurer que tu vas rester avec nous, puis que tu vas continuer à travailler. Je sais que c'est pas pour mal faire, mais même encore, je regarde le regroupement d'employés ici, c'est encore 2 hommes là, qui sont les 2 co-chairs. Alors, ça va, tu sais, on aurait dû se pencher là-dessus et se dire, OK, on va pas mettre deux hommes, on va vraiment faire un effort à essayer de trouver. Mais en même temps, c'est pas évident. Alors, faut juste s'y arrêter, faut en parler. Puis moi, je vais dire quelque chose que je dis tout le temps, puis tu l'as déjà entendu, Patrick, là. Un homme gay qui aime un homme, c'est le pôle le plus opposé à une femme qui aime une femme. C'est pas des atomes crochus du départ. C'est pas comme ça qu'on se tient ensemble. On a été mis ensemble pour se battre pour la cause, mais en même temps, on n'est pas tout le temps nécessairement des amis ou des alliés. Puis là-dessus, il faudrait que ça change. Il faudrait vraiment que ça change, puis que le petit côté peut-être un peu des fois sexiste et misogyne qui vient de nos pères, il faut y réfléchir, tu comprends? Ça vient des 2 côtés, autant des femmes, autant des hommes. Là. Je ne dis pas qu'il y en a un, mais je pense qu'on doit faire la paix avec ça. Puis il faut se dire, ben, notre atome crochu, c'est la défense de nos droits, puis de travailler ensemble, comme on a fait dans les années 80, 90, quand tous nos amis étaient malades et qu'on a mis la main à la pâte, qu'on s'est tenus ensemble, qu'on a pris notre place. Tout le phénomène d'être allié, effectivement, est encore et encore à développer. Tu te souviens de la campagne qu'on avait faite à la Fondation Émergence sur les alliés, et elle se voulait allier non seulement avec les personnes cisgenres hétéros, mais aussi avec les personnes de la communauté LGBTQ+. Il y a encore du travail. Maintenant, est-ce qu'il faut aussi peut-être favoriser un volet de travailler pour la relève, pour justement amener des personnes qui sont sous-représentées, là, comme tu mentionnais. Et moi, ce que je trouve aussi, c'est comment éviter l'épuisement de ces personnes-là, parce que c'est ça aussi qui arrive. Je pense que dans les entreprises, on oublie qu'il y a un épuisement qui peut arriver des personnes qui s'impliquent dans les questions qui touchent certaines particularités de qui elles sont. Qu'on parle des personnes LGBT, mais des autres comités d'employés qui existent, on voit quand même du roulement. Et je pense qu'il y a là aussi quelque chose d'important à sensibiliser la haute direction à cet enjeu-là, parce qu'il y a malheureusement des gens avec des très bonnes intentions et tout ça, mais qui sont peut-être pas assez bien canalisés ou supportés pour poursuivre et peut-être par la suite accéder à des niveaux supérieurs. Fabrice, tu parlais tantôt des règles de disclosure du Nasdaq. Le Nasdaq, c'est comme une des plus grandes bourses comme telle. Donc, il y a quelque part beaucoup de regards qui regardent ce qui se passe avec cette bourse-là, surtout quand ça monte, là, ça va bien. Mais quand ça va moyen, quand certains indices descendent, là, il y a d'autres choses. Mais comment c'est arrivé à ce que ça soit implanté au Nasdaq et qu'on ne le voit pas dans d'autres, peut-être, d'autres endroits où on fait des transactions boursières ou si j'ai.
C'est une très bonne question. Et pour revenir un petit peu à la question que tu posais plutôt à Martine sur qu'est-ce qu'on peut faire, moi, en tant que Français, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que les Français ont passé en 2010 une loi qui s'appelle Copé-Zimmermann. Et la loi Copé-Zimmermann a dit qu'il fallait qu'il y ait 40% de représentation des femmes dans les conseils d'administration. Alors c'était assez graduel, hein, c'était pas du jour au lendemain, il y avait comment on dit, il y avait des étapes à atteindre, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on a, je crois, 44% de femmes dans les conseils d'administration en France. Maintenant, l'Europe a adopté cette règle, il faut que 40% de tous les conseils d'administration en Europe aient 40% de femmes. La Grèce, par exemple, avait un niveau où il fallait qu'ils aient 30%, donc maintenant ils sont amenés à 40%. Ce qui est intéressant, c'est que dans mon pays, la France, maintenant, on commence à considérer le même genre de quota dans les comités exécutifs. Donc, pas seulement la gouvernance, mais aussi la gestion des sociétés. Et c'est assez épatant parce qu'on se dit, mais d'abord, aux États-Unis, ça serait jamais possible. Ouais. Moi, j'étais par exemple témoin expert sur une loi en Californie qui s'appelait AB 979 qui demandait un minimum de une femme sur les conseils d'administration. Et il y a un juge, il y a un an, qui a décidé que c'était anticonstitutionnel. Les quotas sont anticonstitutionnels aux États-Unis. Donc on doit intervenir par un autre angle, puisque c'est pas possible. Ceci étant dit, j'aime bien revenir sur Copé-Zimmermann, parce que c'est cette idée que euh, le pouvoir, je vais le dire en anglais, parce que malheureusement, je ne suis pas aussi bon que toi en traduction, Patrick, power never concede power without a demand. C'est cette idée que si jamais le régulateur n'intervient pas, pourquoi est-ce qu'un homme blanc, straight, qui est sur le conseil d'administration de Target, irait aider une lesbienne noire à obtenir un siège sur son conseil? Il y a très peu de chances que la lesbienne noire puisse le repayer. Elle est probablement pas dans son cercle. Peut-être même qu'il n'est pas à l'aise avec elle. Bien sûr qu'il va aller choisir quelqu'un de son camp avec lequel il se sent plutôt à l'aise. Donc, c'est pour ça que le régulateur français a décidé qu'il fallait intervenir. Et ce qui est assez épatant aussi, c'est que les entreprises, 10 ans plus tard, on leur a demandé qu'est-ce que vous en pensez, et elles ont dit heureusement que le régulateur est intervenu. Dans le sens où elles ont réalisé la valeur d'avoir une femme sur leur conseil d'administration. Donc aux États-Unis, on est dans une problématique complètement différente, qui est que nos amis les Américains, j'espère que le consul me pardonnera, pensent que le marché peut résoudre tout. Donc les Américains sont persuadés, et je l'entends tout le temps d'ailleurs de la part de gens des conseils d'administration qui disent, ah bah une fois que les femmes ont le niveau, elles naturellement elles rentreront dans le conseil d'administration. Moi je suis pas certain que la main invisible va résoudre ce problème. Donc par exemple mon association, elle intervient d'une manière différente. C'est-à-dire qu'elle dit, moi je vais donner de la visibilité aux talents incroyables LGBT qui existent, et de facto, si jamais on leur donne la chance de concourir, les gens vont les sélectionner parce qu'en en fait, ils sont très bons. Ceci étant dit, il y a un point que tu as fait, Patrick, que j'ai beaucoup aimé, dans lequel tu parles de l'épuisement. Et c'est drôle parce que quand tu m'as présenté, je souriais un peu, parce que c'est moi qui t'ai donné ma bio, et en effet, il y a 40 000 trucs dessus. Et je pense que je ne suis pas la seule personne LGBT qui a un peu cette relation pathologique au succès dans lequel j'essaye d'en faire tellement parce que je pense que je suis jamais au niveau, qu'il faut que je fasse 10 000 choses. Et parmi mes membres de l'association, j'ai remarqué ça un petit peu, qui est que c'est des types A, overachievers, qui lisent le board package du début jusqu'à la fin, parce qu'ils sont un petit peu dans ce conditionnement de se prouver tout le temps, de penser qu'ils n'ont pas le niveau, qu'il faut qu'ils en fassent plus. Et en effet, ce qui est intéressant, c'est que en tant que directeur exécutif de l'association, j'ai découvert qu'il y avait un petit côté appui psychologique à mes membres, dans lequel je dois leur dire non, non, vous méritez, vous avez travaillé suffisamment dur. La raison pour laquelle vous êtes à ce niveau, c'est pas la chance, c'est parce que vous avez travaillé et vous avez votre place dans le conseil d'administration. Et alors, je sais que j'ai été un peu sur un monologue là, mais je vais dire une dernière chose, qui est que quand tu as demandé à Martine, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai une réponse qui est un peu moins pratique, mais qui est plus philosophique, qui est que quand je travaillais aux Nations Unies, je suis allé rencontrer Marco Bizzarri,
le CEO de Gucci à l'époque. Et donc, j'étais ravi, j'étais à Milan, j'ai acheté des chaussures pour pas avoir l'air trop mal chaussé. Je vais le rencontrer, on déjeune ensemble et je lui explique l'idée de flocking, qui est cette idée que les gens veulent toujours passer du temps avec les gens qui leur ressemblent. Un petit peu ce que Martine nous dit plus tard. Il n'y a pas grand-chose en commun avec une femme qui aime une femme et un homme qui aime un homme. Et c'est probablement la raison pour laquelle j'ai pas énormément de lesbiennes avec qui j'ai une relation aussi forte qu'avec des homosexuels. Alors je lui explique ça et il me regarde vraiment étonné. Et il me dit, ah, c'est bizarre parce que moi, j'adore être entouré de gens qui ne me ressemblent pas. Et alors j'ai eu comme une espèce de déclic divin. Et je lui dis, mais c'est pour ça que moi, je suis un petit fonctionnaire aux Nations Unies et que vous êtes le président de Gucci. Parce que vous avez développé cet appétit pour la diversité. Et je pense que c'est ça la clé. C'est le moment où on réalise que le succès, il est lié à avoir un goût pour la diversité. Il est lié à cette idée que peut-être que moi, je préfère être entouré d'homosexuels parce que c'est la manière dont je me sens protégé. Mais l'étape suivante pour moi, c'est de développer une relation interpersonnelle avec des lesbiennes, de les inviter dans mon groupe, de commencer à découvrir la richesse qu'il peut y avoir dans ma vie si jamais j'incorpore des lesbiennes. Donc je sais que c'est pas vraiment la réponse concrète qui était demandée, mais je suspecte que c'est ça la solution. C'est développer un appétit pour la diversité dans nos vies personnelles. Ben, écoute, Fabrice, effectivement, puis ce que tu nous mentionnes, l'année dernière, on avait fait un atelier avec l'ambassadeur des États-Unis au Canada où il était dans une vie antérieure un très haut placé d'une très grande entreprise américaine et lui aussi, il disait qu'il fallait forcer les choses pour amener le changement, que ça venait pas naturellement. Alors, faut croire il y a cette recette-là de casser les silos, parce que c'est ça un peu, hein, c'est casser les silos. Martine, toi et moi, et probablement d'autres personnes ici qui sont présentes, on est de ces personnes qui essayent de casser les silos pour aller vers l'autre, mais c'est pas toujours évident d'amener les gens qui sont dans des silos à aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, il y a l'aspect intergénérationnel qu'il ne faut pas oublier. Il y a l'aspect peut-être que la nouvelle génération, exemple, vos enfants, Martine et Fabrice, vont arriver à l'âge adulte dans des environnements totalement différents que ont été les nôtres comme tels. Est-ce que ça va amener ces personnes-là à avoir... Martine a parlé de cours qui devrait avoir des cours au primaire, mais il y a dans l'Europe du Nord, je crois, il y a maintenant des cours d'empathie qui sont obligatoires. Bon, empathie, bienveillance. Ben, Et Patrick, si jamais je peux faire un commentaire là-dessus très rapidement, et Martine, je ne sais pas si tu connais cette citation, mais Christine Lagarde, désolé, quand elle était au FMI, quand elle était la chef du FMI, il y a eu la crise économique de 2008, c'était atroce. Et elle a dit à l'époque, If Lehman Brothers had been Lehman Sisters, we might have had very different outcomes. Et donc, Mm. cette idée, c'était de dire, si jamais il y avait eu des femmes qui avaient pris les décisions chez Lehman, peut-être qu'on aurait un monde complètement différent, on aurait eu une crise complètement différente. Et, et je pense que ça, c'est un message d'espoir. C'est cette idée que dans un monde où il y a plus de diversité, peut-être qu'on va avoir des résultats complètement différents. Parce qu'il faut prendre en considération toujours, parce que j'écoutais, tu sais, même sur les conseils d'administration, oui, il y a plus de femmes, mais il y a plus d'un type de femmes. Et c'est là la nuance. C'est ça qu'il faut faire attention de s'y méprendre. Autant, tu sais, même des fois, je me suis retrouvée dans mon cours de gouvernance au féminin, puis c'était juste des femmes blanches, caucasiennes. Comment ça se fait? Tu sais, comment ça se fait que dans ce cours-là, est-ce que c'est parce que les femmes de la communauté noire, queer, sont pas capables de se payer ce cours-là? Possible. Tu comprends? Alors, c'est ça que moi, je trouve, on a comme un... faut faire attention, tu sais, à l'image qu'on voit des fois, parce que c'est pas toujours le reflet de qu'est-ce qui se passe. Puis, oui, il y a plus de femmes sur les conseils d'administration et tant mieux. Oui, il y a plus de femmes dans les entreprises aussi.
Je me rappelle quand je travaillais chez IBM, on disait 50-50, c'est les meilleures équipes qu'on peut avoir. Mais est-ce qu'on a plus de femmes de la communauté de LGBTQ+? C'est ce parti-là que moi, je trouve, on oublie. Et souvent, mais moi, je vais reprendre des collègues à moi qui sont des femmes en leadership, je vais dire, allô, nous, on est où là-dedans? Comment pouvez-vous nous aider à nous positionner? Alors, c'est pas juste un effort des hommes, c'est un effort aussi des femmes. C'est un effort de tout le monde, de vraiment prendre le temps de regarder autour de la table qui est là, puis si on représente toutes les nuances de femmes qu'on a. C'est sûr que ça peut apporter justement quelque chose de différent. Et tu sais, parce que moi, j'entends, là, puis je le vois, là, on est plusieurs à être laissés à la porte, tu sais, puis il faut se battre, puis il faut vraiment aller chercher, comme tu dis, un réseau. Tu sais, c'est sûr que moi, d'avoir eu l'Ordre du Canada, c'est sûr que ça m'aide à me bâtir un réseau. Mais c'est pas toutes les femmes comme moi qui peuvent avoir ça. En même temps, il y a l'âge. Moi, je suis plus âgée. Si on regarde la prochaine génération Z, là, justement, ça dit que 25% de la génération Z qui s'identifie faire partie de la communauté. Puis là-dessus, il y a 92% de ces jeunes-là qui regardent où ils vont aller travailler, Ouais. qui regardent si c'est inclusif. Puis ça, bon, quand on dit ça, on le dit vite, mais on oublie, là-dedans, il y a les femmes. Puis les femmes, ils vont regarder où elles vont aller travailler aussi, pour être autant inclus que la communauté dans la communauté. Je trouve ça un point que j'essaie d'amener, tu sais, d'amener à l'attention parce que je pense que c'est important dans nos entreprises. C'est important aussi dans les deux sens. Tu sais, comme on dit, l'homophobie interne, mais c'est la même chose pour les femmes. Je trouve que les femmes aussi, elles doivent Ah oui. prendre leur courage puis aller de l'avant, tu sais. Puis des fois, ben, on se fait prendre par la vie familiale, les enfants et tout ça. Mais en même temps, on est tous capables, je pense, de prendre notre place. Alors, je trouve ça Et, et, intéressant euh, de... Ouais. et Martine, c'est vrai que moi j'ai été hyper positif en présentant Copé et Zimmerman, mais en fait il y a un petit, comment on dit, un caveat, il y a un petit, c'est cette idée de la robe dorée, ce qu'en anglais on appelle le golden skirt, qui est qu'il Mm. y a quelques femmes qui ont été sélectionnées pour faire partie de ces conseils d'administration. Et donc parfois on se trouve avec des femmes, par exemple une ancienne ministre du Transport, qui a peut-être 6, 7 ou 8 conseils d'administration, parce que finalement elle a été choisie probablement pour des caractéristiques qui plaisaient à la classe dominante, donc les hommes dans le conseil d'administration. Ces quelques personnes, finalement, ont énormément de board seats. Donc, c'est vrai que quand on regarde de manière un peu microscopique ces chiffres, les chiffres ne disent pas toujours la photo complète. C'est-à-dire qu'avoir 44% de femmes, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe si jamais en fait c'est que quelques femmes qui viennent d'un cercle particulier, mais qui aussi présentent des caractéristiques particulières. Et donc, moi, par exemple, quand je regarde l'association, bien sûr que c'est important d'être dans le conseil d'administration, mais il faut aussi que la voix de la personne dans le conseil d'administration soit entendue. Il faut aussi qu'à terme, la personne dans le conseil d'administration puisse prendre la direction d'un comité. Et pourquoi pas la direction du conseil d'administration lui-même. Donc, c'est vrai que finalement, il faut regarder avec un petit peu plus d'attention les chiffres pour voir ce que Martine décrit, qui est d'abord, est-ce que vraiment ça mène vers l'équité? Et ensuite, une fois qu'on a la parité, si on a la parité, comme en France, le chemin n'est pas terminé du tout. C'est-à-dire qu'il reste s'assurer que la voix des femmes sur le conseil est entendue, qu'elle soit valorisée. Et je vais vous dire une autre chose qui me choque tout le temps, c'est quand vous regardez les surveys, comme on dit, les sondages des personnes dans le conseil d'administration et que vous leur demandez qu'est-ce que vous pensez des personnes venant des groupes, des minorités qui sont représentées dans le conseil. Et très souvent, ils sélectionnent unneeded and unqualified. Donc cette idée que une fois qu'on est là, on est toujours considéré comme étant des gens qui ont été ajoutés par charité, qui n'avons pas les qualifications, qui ne sommes pas nécessaires. Et je disais plutôt à Martine, je disais parmi les 28 personnes qui sont dans les conseils d'administration Fortune 500 et qui sont en dehors du placard,
il y a une femme qui a un prix Nobel de chimie. Et donc, mon grand truc, c'est de dire aux gens, mais montrez-moi un autre directeur qui a un prix Nobel de chimie. Mais il y a Mm. cette espèce de conception que la raison, si jamais vous avez une femme dans le conseil d'administration, obligatoirement, elle est là parce que c'est le truc woke, leftiste à faire, mais elle n'est pas là à cause de ses qualifications. Mm. Donc quand même, ce qu'on décrit, c'est que c'est une bataille énorme. Et que même quand on fait des progrès, il y a encore énormément de progrès à faire. Merci. Euh, Quand on regarde, là, puis il y a une question dans le chat aussi, là, mais on parle souvent là, les 50 meilleures entreprises aux États-Unis ou les 100 meilleures. Est-ce que là aussi, il n'y aurait pas matière d'influencer que ces critères-là évoluent pour tendre vers ce qu'on vient de discuter? Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième qui est dans le chat, puis qu'il faut que je m'approche parce que je n'ai pas mes lunettes. Comment pouvons-nous mesurer efficacement les progrès en matière d'équité et d'inclusion dans nos organisations et garantir des améliorations durables? Y a-t-il une grande différence entre les actions qui sont faites aux États-Unis et au Canada? OK. Je vais laisser Fabrice commencer cette fois. Euh, alors, d'abord sur la question de Patrick, qui est comment mesurer finalement le progrès. C'est extrêmement difficile parce que naturellement, les entreprises aux États-Unis vont aller vers le seul index qui existe sur l'inclusion LGBT, qui est l'index de The Human Rights Campaign. Et en fait, c'est un index qui ne nous dit pas grand-chose. D'abord, il y a très peu de granularité, puisque à peu près la grande majorité des gens qui prennent le sondage HRC ont 100%. Donc ça veut dire qu'ils ont 20 sur 20. Or, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ensuite, quelque chose que Martine a dit qui est fascinant, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu fou de dissocier la représentation LGBT de la représentation des personnes de couleur, de la bonne gouvernance, c'est-à-dire l'absence de corruption, des efforts sur le changement climatique, de payer les bons salaires. C'est-à-dire que dans un sens, c'est des photos qui sont pas hyper intéressantes. On peut dire, par exemple, ah, Gilead est le champion sur l'inclusion LGBT, d'accord, mais d'un autre côté, est-ce qu'ils s'assurent que les plus pauvres ont accès aux drogues qu'ils ont développées? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que souvent, les notations qu'on a sont incomplètes. Et donc, finalement, il y a beaucoup de travail à faire. De développer un index des grandes entreprises qui nous dirait quelque chose de plus que ah, ils sont très bons sur les questions LGBT, ah, ils sont très bons sur les questions environnementales, mais qui soient un peu plus cohésifs et qui soient aussi un peu plus granulaires. Moi, je connais une entreprise, par exemple, qui est un grand champion de la question LGBT, tout le monde les adore, et c'est un peu le pollueur le pire au monde. Et c'est souvent le cas. Moi, je rigolais quand j'étais aux Nations Unies parce que j'ai développé des standards de conduite pour les entreprises sur les questions LGBT. Et je rigolais toujours. Je disais les premiers à les avoir appuyés, c'était les banques parce qu'on croit qu'elles sont coupables de la crise économique de 2008. C'était les consumer goods parce qu'ils nous empoisonnent un par un. C'était les extractive industries parce que, ils polluent le monde. Dans un sens, il faut quand même regarder ça de manière granulaire. Euh, Moi, malheureusement, je n'ai pas passé énormément de temps au Canada, même si jamais j'ai beaucoup d'affinités avec le Canada. Et je suis allé énormément de fois à Toronto, mais je ne suis jamais allé à Montréal, ce qui est un crime de lèse-majesté. Et j'adorerais y aller avec mes enfants. J'ai une perception qui est peut-être fausse, que les Canadiens euh, sont un petit peu plus avancés dans un désir de créer une société qui est plus équitable. Et peut-être que je me trompe. J'ai vu, par exemple, on a créé notre association en juin 2022. Les Canadiens ont créé leur propre association un peu plus tard. Ils se sont engagés énormément. J'ai la chance d'être sur le conseil d'administration, donc je peux voir un petit peu de plus près. Je vois quand même qu'ils sont extrêmement dynamiques.
Ceci étant dit, les États-Unis sont plus avancés sur la question LGBT. Les États-Unis ont une discussion, peut-être qui a été générée par l'assassinat de George Floyd, qui a mené à une prise de conscience au sein des États-Unis de la nécessité d'avoir une société plus stable. Et donc, je pense que c'est la raison pour laquelle Nasdaq a été de l'avant. Et moi-même, j'étais extrêmement surpris quand Nasdaq a dit donc je vois que Patrick me fait un signe. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas un grand spécialiste du Canada, mais j'adorerais voir les mêmes disclosures au Canada que aux États-Unis. Martine, rapidement. Oui, bien rapidement, moi je peux dire au Canada, ben, on a caché des choses pendant très longtemps. On a dit en 69 qu'on décriminalisait l'homosexualité, puis on n'allait pas dans la chambre à coucher des gens. Quand on est allé dans la chambre à coucher de tous les employés du fédéral jusqu'en 1992. Au Canada, le problème qu'on a, c'est notre image. Souvent, on ne va pas vraiment dire qu'est-ce qui se passe. On a un recul au Canada en ce moment avec le Nouveau-Brunswick, l'Alberta et même un peu au Québec. Il faut faire attention. Je pense qu'on n'a rien de gagné. Il faut rester vigilant. On a encore du travail à faire. C'est sûr que quand on regarde les États-Unis aussi, ça dépend tout le temps des gouvernements, comment ça va aller. Et je vois quand même une différence entre les deux pays, mais je vois une ressemblance entre le retour en arrière des deux pays en même temps. Merci, Martine. Et je crois qu'on qu'on est rendu à- au mot de la fin avec notre distingué consul général, M. Sanders. Et Michel avait apparu à l'écran, là, mais il a redisparu. Là, mais oui. Je suis revenu. Uh, all right. Très gentil, Destiny. It's very embarrassing when you say things like that, Patrick. Um, non, merci pour cette discussion très intéressante. Je crois que, bon, si vous me le permettrez, je vais parler en mélange d'anglais et français. C'est plus simple pour moi. Mais, bon, je crois que ce webinaire a fourni une multitude d'informations sur l'importance cruciale de l'inclusion de la diversité au sein des entreprises, mais c'est obvious qu'il y a plus de travail à faire. Et les questions et les données sont difficiles de garder, de trouver. I think the question of data remains a really important one because it's not only hard to measure progress, but it's also to understand the baseline. And I think one of the things that came up to me in my mind a couple of times was while we don't have a lot of data, it's also things tend to be also self-reported. We don't know what we don't know. And of course, there's still a lot of pressure, whether it's Canada or the United States, to conform to a more dominant norm of identity. And so whether someone may also have an intersectionality that we're unaware of, we don't necessarily know. So I think that's one of the things that is going to be difficult going forward. Bien sûr, j'aimerais aussi exprimer ma profonde gratitude à nos panélistes. Michelle, thank you very much for setting up this webinar, and I know we've discussed whether something as perhaps the series of continuing to sort of foster inclusive business environments is something that we are grateful to AmCham in Quebec here for your leadership and your partnership on this issue. I was thrilled that when you asked me to take part, even if I don't necessarily feel as qualified as the other panelists. I mean, but this is something I will say in the Foreign Service, in the U.S. Foreign Service, inclusion and diversity is still something that we grapple with, and it's the same. While we have had out consuls general and out ambassadors, like in the corporate world, that's more men than women. That's more, white people than people of color. What we also don't have a good baseline to know what we don't know.
you know, our if I'm not mistaken, you know, our for career foreign service officers, not our political appointees, if I'm not mistaken, I don't think we have had an out lesbian ambassador. Now, have we had lesbian Non, non, ambassadors? vous en avez maintenant une, Chantal Wong, première ambassadeur lesbienne, qui fait un travail complètement incroyable à la Banque asiatique de développement. Elle a été nominée il y a un an. Et en effet, il y a peut-être eu 20 ambassadeurs hommes openly LGBT avant qu'il y ait une femme. Mais c'est une femme de qualité immense et elle fait un travail qui est en train de changer de changer la vie. Son rôle à la Banque asiatique de développement a été fantastique. Oui, oui, mais je crois que c'est une nominée politique. N'a pas de carrière, je crois. Je ne suis pas certain. No, no, you're right. You're right. She's a political appointment, not a Yeah, career. right, exactly. So we have had like Jessica Stern, obviously the current LGBT envoy. She obviously is lesbian, but is as a political appointee. I am virtually 100% certain that we have had lesbian ambassadors because I can think of a couple who I'm pretty sure are, but they haven't been out. And so again, the data is unclear, which you know, it makes it also hard to, like I said, if we don't have a baseline, it's hard to measure progress as well. Sorry, I wanted to also quickly thank Patrick. Thank you also very much for moderating, and of course, your, you know, long-standing allyship and leadership on building allyship for our community, and with Fondation Emergence. We're always grateful to work with you. And the same for Martine and Fabrice. Your perspectives really bring a lot to this. One of the things I did want to say, just, you know, obviously I'm the U.S. government guy here, so I'm going to talk a little bit about what we do in Mission Canada. You know, I know it depends what, you know, in Canada or the US, whether you use DEIA or IDEA, like IDEA versus DEIA. We go with DEIA in the US. But it is something that we try to infuse throughout all of Mission Canada, not just at the embassy, but at the 7 consulates across Canada. Every one of us has a DEI council that's employee-led. But we also are fortunate in that we have an ambassador who shows a lot of leadership on this issue. But we also do it in the work we do outside the building. So this is both an inside DEI for how we as a mission run, how we as employers are, how we include the voices. I have an incredibly diverse team here in Montreal from with a lot of folks who are immigrants to Canada who speak, you know, I think we speak something like 20 odd languages in the consulate. We have all kinds of diversity, and we want to be a place where people bring their authentic selves to work. But outside of our consulates and embassies, we work really hard to ensure that when we're out there, we're advocating for, particularly in the business space, for small and medium-sized enterprises that are women-owned, that are led by people of color, by Indigenous and First Nations people, and of course by, you know, to us LGBTQ plus individuals. You know, the principle of sort of building back better post-pandemic and advancing inclusive economic growth is something that is a big part of our mission. And of course, it's critical because like Quebec, where like 90% of businesses are small and medium-sized enterprises. It's a very similar percentage to the United States. It's okay to talk about the Googles and the Apples and the Royal Bank of Canada and that sort of thing, but actually most of our economies are small businesses which employ, you know, the vast majority of people. And frankly, the way you build a big business is by supporting those that are small, because the Googles of the world started as small businesses too, and then exploded. You know, one of the things that Ambassador Cohen often says himself, and I think many of you know that he was worked for NBC, Comcast, Universal, and was one of the first corporate vice presidents for diversity, equity, and inclusion. At the time, there wasn't really a title for that when he started his position, because it was about 2010, I think. It was one of the first companies that did that. But he says that, you know, one of the things that is persuasive is the business case for DEIA. And that's something that I think also is important. If you're going to make the case for inclusion, it's certainly in America, but I also think in Canada, you know, dollars and cents speak. And when you can say that, show that companies that have organizations that welcome different backgrounds, different perspectives, different cultures, different races, different religions, they are more nimble.
they are more creative, they make better decisions, and that leads to an improved bottom line. That leads to better profitability. And I think when you have those, I mean, when you can make that case, it helps argue down some of the sort of the bias that sort of exists, because you say, look, if what you care about is a successful business, then you want the best decision makers involved in the room, and bringing in perspective matters. So I think that's something that I think we try to push out when we're engaging with partners here in Quebec. But I also think that's something that you know, people from the diverse backgrounds also need to make that case, that they bring that to the table. They bring a sort of an intersectionality themselves, that, you know, those who are both LGBTQ plus and that perhaps also a different culture, a different color background, a different religious background, they bring something unique and they uncover blind spots. And I think that that's what actually makes for better decisions. It's something that I always ask my team, where are our blind spots? What don't we know? What are we missing? So I don't want to ramble too much, and I know we're near the end of our time, but I do think, you know, if we're going to sort of defend diversity and inclusion, being able to sort of make it clear that this actually, there's a business case for it, is really a critical part of it. So I will wrap up, I think, there. I just want to say, of course, you know, merci à toutes et à tous. Merci pour mon inclusion dans cette discussion. C'était très intéressant pour moi. Et I'm hoping I can continue to have more conversations like this. Patrick. Well, thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Consul, et merci aux panélistes Patrick Desmarais, Martine Roy et Fabrice Huttard pour ce webinaire consacré à l'inclusion et la diversité dans le monde corporatif. Votre expertise et vos perspectives enrichissent grandement notre compréhension de ces enjeux cruciaux. Nous espérons que cette discussion inspirera des actions concrètes et durables au sein de nos organisations pour promouvoir un environnement de travail plus équitable et inclusif. Et Fabrice, si je peux me permettre, nous espérons te voir cet été à Montréal pour pouvoir organiser un événement en présentiel. Alors, merci tout le monde et je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Merci. 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 Merci, Happy Pride, à bientôt. Ciao. Merci encore. Juste un petit instant. Au revoir. Parfait. Ben, merci, Martine.